de l'année universitaire, organisée, comme vous le savez, entre la FMES et en partenariat avec, par la FMES en partenariat avec l'université, que je remercie de nous accueillir une fois de plus dans ces locaux. Cette année, on va commencer par un sujet qu'on a traité souvent dans ce cadre, qui est particulièrement sensible, c'est le Moyen-Orient. Et pour traiter du Moyen-Orient, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Bakawan, qui est à la fois un ami et un des meilleurs experts de ce pays sur cette zone. Adel Bakawan, quand il se présente, il aime bien dire qu'il est moyen-oriental, avant tout. Il est né en Irak, donc on pourrait dire qu'il est irakien. Il est français, donc il serait franco-irakien, mais c'est trop réducteur. Il vous le dira peut-être beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Il est moyen-oriental parce qu'il a passé toute sa vie et sa vie de recherche entre le Moyen-Orient et même l'Afrique du Nord. Et il est un expert de cette région, et c'est bien pour ça que je lui ai proposé de venir échanger avec nous. Ça fait 25 ans qu'il travaille sur ces sujets. Actuellement, son projet de recherche actuel, mais il en parlera bien mieux que moi, c'est les pays du Golfe et le passage d'un nationalisme arabe qui a marqué toute cette région pendant des décennies au nationalisme étatique. Bon, il nous en reparlera beaucoup plus clairement que je ne peux le faire. Il est le fondateur et le directeur de ce qui a été pendant longtemps le Centre français de recherche sur l'Irak et qui est aujourd'hui l'Institut européen, je le traduis parce que c'est en anglais, pour les études au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc l'EISMENA, pour ceux qui veulent trouver sur Internet le site, vous verrez, il est très bien fait. Il a écrit de nombreux ouvrages, mais les 3 derniers sont en plein au cœur du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ce soir. En 2019, un livre qui s'appelle L'impossible État irakien. En 2021, l'Irak, un siècle de faillite. Vous voyez que... Et en 2025, là, le livre est en vente et il sera un plaisir de vous le dédicacer à la fin de cette conférence. La décomposition du Moyen-Orient. Bon, donc, les titres parlent d'eux-mêmes. Adel, je te laisse la parole, une quarantaine de minutes, pour laisser du temps aux questions. Je suis sûr qu'il y aura énormément de questions, surtout que l'actualité, même quasiment quotidienne aujourd'hui, nous rappelle au Moyen-Orient. Donc, je suis sûr que vous aurez énormément de questions. Je te passe le micro. Merci beaucoup, merci Pascal pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi, bien évidemment, de me retrouver face à un public avec 40 minutes de temps pour m'exprimer. Mon Dieu, quel luxe! Parce que d'habitude, on est sur un plateau de télé pour 3 minutes, 4 minutes pour refaire le Moyen-Orient, ou un débat de 20 minutes. On est 7 experts, chacun 1 minute 30 secondes. Là, c'est vraiment un luxe d'avoir 40 minutes pour entrer dans les détails. Et on sait très bien que tous les diables se trouvent dans ces détails-là, que je vais vous exposer bien évidemment. Donc, merci encore pour la Fondation. C'est la première fois que je donne une conférence à cette très grande fondation. Pour moi, c'est un honneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je soutiens énormément les activités des think tanks en dehors de Paris. Tout est à Paris. À un moment donné, on doit comprendre que la France n'est pas Paris, hein, et qu'une ville comme Toulon, une fondation comme cette belle fondation pourrait avoir une dimension, pas seulement nationale, mais aussi internationale, hein. C'est pourquoi j'ai proposé à Pascal de transformer la rencontre de Toulon le mois prochain, enfin, aura lieu au mois d'octobre chaque année, à une rencontre internationale de type de conférence de Munich. Pourquoi pas? Donc il est temps qu'on décentralise un petit peu nos activités de recherche, les think tanks, de la production de savoir un peu partout en France. Et ensuite, on parle du Moyen-Orient. Pourquoi la décomposition? Enfin, vous allumez votre télévision, vous regardez ce qui se passe à Gaza. Non seulement la décomposition, mais la destruction totale, n'est-ce pas? En Syrie, la chute d'un dictateur comme la famille d'Assad, 45 ans au pouvoir, hein. En Égypte, le départ de Hosni Moubarak après 27, 28, 29 ans de pouvoir. Muammar Kadhafi, 45 ans. Ben Ali,
Saddam Hussein, la guerre de 12 jours en Iran, la Turquie, le PKK, l'Arabie Saoudite, les milices, le Yémen avec les Houthis, enfin, un peu partout au Moyen-Orient, on est non seulement en décomposition, mais en guerre permanente. Alors, dès que vous regardez votre télé, la première question, vous vous posez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi au Moyen-Orient? Mais pourquoi uniquement ou presque en dehors de l'Ukraine? Uniquement le Moyen-Orient. Écoutez, comme je disais à notre ami Pascal, cette décomposition ne commence pas avec le 7 octobre. Pour moi, bien évidemment, après les accords de Sykes-Picot, on est entré dans une certaine stabilité avec la mise en place des États au Moyen-Orient jusqu'au 11 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 11 septembre, n'est-ce pas? Les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, j'étais, comme tout le monde, presque devant ma télévision. Je regardais les attentats des avions d'Al-Qaïda, de Osama Ben Laden, qui percutaient les tours jumelles à New York. Et à un moment donné, je me disais, mais est-ce que c'est un scénario d'un film? C'est la réalité? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Alors là, je regardais directement sur la CNN et ensuite je suis passé à Al Jazeera. D'Al Jazeera, je suis revenu sur la CNN. Je voulais vraiment être sûr que c'est la réalité. Là, je me suis dit, oh, ce qui s'est passé entre l'Iran et l'Irak, la guerre des 8 ans entre les deux pays, et ensuite l'occupation du Koweït, n'a rien à voir avec ce qui se passe ici et maintenant à New York. C'est tout de suite, je me suis dit, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. Pourquoi c'est la fin d'un monde? Parce que tout simplement, en 2000 et début 2001, il y avait 12 approches, 12 écoles, 12 grandes écoles à la Maison-Blanche autour de George Bush fils. Une école rationnelle, rationaliste, pragmatiste, calculatrice, qui n'avait pas des visions idéologiques du monde et qui avait l'intérêt national américain comme référentiel déterminant. Face à cette école-là, on avait une 12e école beaucoup plus puissante, j'appelle les néoconservateurs, portée par une vision du monde, à savoir un monde libéré du communisme, libéré d'islamisme, libéré du terrorisme, libéré du nationalisme, un monde totalement démocratisé sous le modèle proposé par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, en démocratisant le monde, emportent ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'américanisation du monde. Autrement dit, la démocratisation version américaine du monde. Et pour cela, donc, il faut absolument commencer par quelques zones. Il avait toujours l'Irak de Saddam Hussein en objectif, parce que ces néoconservateurs, en 90, 91, il était avec le George Bush père, lorsqu'il n'est pas allé jusqu'à Bagdad pour faire chuter Saddam Hussein et le remplacer par un régime démocratique. C'est pourquoi il appelle cette guerre la guerre non terminée. Ah, c'est l'expression utilisée par les néoconservateurs. Et donc, il voulait, en début 2001, convaincre le président Bush. On n'était même pas à l'époque, enfin, il n'y avait pas les attentats du 11 septembre, mais convaincre le président Bush d'aller à Bagdad pour mettre en place ce qu'il appelait le régime change, le changement du régime. Mais le président Bush n'avait jamais tranché avant le 11 septembre. Il voulait être l'arbitre entre les néoconservateurs et les pragmatistes, entre Colin Powell d'un côté rationaliste et Rumsfeld, un grand néoconservateur qui voulait envahir le monde avec la force, imposer la démocratie avec les bombes. C'était ça son slogan. La démocratie par la bombe. Aujourd'hui, Donald Trump nous dit la paix par la force, n'est-ce pas? Lui, il disait la démocratie par la bombe. Et on se réveille le matin, c'est le 11 septembre. Les tours jumelles tombent. Les États-Unis d'Amérique attaqués. Hein.
Donc je crois que vous connaissez cette histoire-là. C'est pas très important que je vous remette dans le récit, mais ce qui est le plus important, c'est les conséquences du 11 septembre. Le matin du 11 septembre, le président Bush tranche définitivement. J'ai analysé dans mon livre en détail ces différents discours sur le 11 septembre. Il commence par se poser une question très simple. Vous savez, le président Bush n'était pas connu pour être un grand intellectuel. Je crois toute sa vie, il n'a jamais lu un livre. La seule lecture de sa vie, c'était les 4 pages qui venaient de la CIA sur l'état du monde et il ne le lisait pas lui-même. C'était son assistante qui le lisait pendant qu'il avait les jambes croisées sur son bureau. Voilà, enfin bref, donc il posait des questions simples à ces différentes équipes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi on est attaqué? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être attaqué? Voilà. Donc des questions, il fallait réfléchir, il fallait apporter la réponse. Ce sont les terroristes qui nous ont attaqués. Et pourquoi ils nous haïssent? C'est son mot. Hein. Pourquoi ces terroristes nous haïssent? Ils viennent du Moyen-Orient non démocratisé. Le problème, c'est la démocratie alors. Oui, pour lui, donc le problème, c'est la démocratie. Il faut absolument, pour sortir du terrorisme, qui est un phénomène mondial avec 1000 étages, 1000 dimensions politiques, sociales, économiques, historiques, religieuses, etc., etc., lui, il l'a réduit à cette seule dimension. C'était le contexte, le cœur de son discours. Et donc, pour sortir du terrorisme international d'Al-Qaïda, il faut absolument démocratiser le Moyen-Orient. Et donc, il va même changer le mot Moyen-Orient, la terminologie. Ils vont désormais parler du Grand Moyen-Orient. On ne parle plus d'Afrique du Nord, non, le Grand Moyen-Orient, ça commence du Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Autrement dit, on va intégrer dans ce Moyen-Orient l'espace arabe, l'espace kurde, l'espace turc, l'espace afghan, tous les espaces. Hein. Donc, il faut absolument envahir et imposer la démocratie par la bombe. Et pour imposer la démocratie par la bombe, c'est vrai, je n'ai pas 3 minutes, mais 40 minutes, mais j'ai déjà un quart d'heure, donc il faut que j'accélère un petit peu. Alors donc, il faut absolument construire un idéal type, selon la terminologie de Max Weber, le père fondateur de la sociologie. Un idéal type, c'est quoi un idéal type? C'est-à-dire construire un État au Moyen-Orient sur la base de la démocratie, un État-nation, hein, démocrate, libéral, ouvert, allié stratégique de l'Occident, qui adopte les valeurs de l'Occident, notamment les valeurs des États-Unis d'Amérique, et qui deviendra un idéal type pour les Iraniens juste à côté, pour les Turcs, pour les Arabes, pour les Afghans, etc. Et tout le monde suivra automatiquement, pas dynamiquement, automatiquement cet idéal type. Les différentes sociétés du Moyen-Orient autour d'Irak, hein, vont voir comment cet État sort de la dictature, de la barbarie de Saddam Hussein. Il faut dire, Saddam Hussein, c'était un grand dictateur qui opprimait son peuple. C'était le premier président arabe qui a utilisé des armes chimiques, non pas contre les Iraniens, son ennemi, ou les Israéliens, mais contre son propre peuple. Le 16 mars 88 à Halabja, moi je suis né à Halabja, il a utilisé, j'ai quitté Halabja un quart d'heure avant, comme je disais à Pascal, il a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Hein. Et donc Saddam Hussein n'était pas vraiment un président désiré par les Irakiens, mais bon, lui, il disait, voilà, on va occuper, on va envahir l'Irak, on va instaurer un État-nation démocratique, libéral, la presse libre, les mouvements sociaux, les partis politiques, les syndicats, les universités, privatiser tout le monde. L'État est là juste au service de la justice sociale. Waouh! Le monde arabe, le monde turc, le monde perse, afghan, le monde kurde, ils vont suivre tous pour dire, mais voilà, il est temps que nous aussi, on attaque nos États, nos sociétés et on suit cet idéal. Seulement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je n'entre pas dans les détails, le projet américain va confronter à deux projets directement sur le terrain irakien.
Le premier projet, c'est le projet d'Al-Qaïda. Le deuxième projet, c'est le projet iranien. Al-Qaïda envoie la totalité de ces djihadistes au monde, partout, d'Afghanistan, Pakistan, Iran, Turquie, Arabie Saoudite, Syrie, partout l'Égypte, vers l'Irak. Certes, l'armée américaine entre dans Bagdad, mais en même temps, les différentes armées terroristes entrent en Irak. Et là, pendant cette année-là, de 2003, le 9 avril 2003 jusqu'à 9 avril 2005, cette période où on devait mettre en place un État démocratique, libéral, là, on s'est concentré uniquement sur la question de sécurité. Pourquoi? Parce que tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toutes les nuits, il y avait des voitures piégées qui explosaient au cœur de Bagdad, de Mossoul, de Bassora, de Najaf, de Karbala. Il y avait 100 morts, 200 morts, 300 morts, 400 morts, 1000 morts, 2000 morts. On est arrivé à un moment donné, à la fin de la première année, on est arrivé à 27 000 Irakiens tués dans les attentats. Donc, personne peut avoir le luxe de parler d'un État-nation, de la démocratie. Il faut sécuriser déjà. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on est arrivé à 33 000 morts. Le projet est totalement à l'arrêt. Et là, on fait appel à qui? On fait appel à la République islamique d'Iran. Pourquoi la République islamique d'Iran? Parce que la Turquie, qui était l'allié stratégique de tous les temps des États-Unis d'Amérique, a décidé de bloquer le passage de l'armée américaine à partir de son territoire pour entrer dans le nord d'Irak. Donc c'est la rupture. Les pays arabes, ils ont dit, d'accord, Saddam Hussein est un dictateur, mais nous n'allons pas vous aider pour chasser Saddam Hussein et donner le pouvoir à cette communauté chiite qui est un allié stratégique de la République islamique d'Iran, qui est notre ennemi de tous les temps. Donc les pays arabes sont entrés dans la rupture. Israël n'a jamais été pour le départ de Saddam Hussein, parce qu'Israël, avec un Saddam Hussein fragilisé, contrôlé, orienté, était beaucoup plus sûr qu'en Irak, nos certains qui sera sous la domination américaine des ayatollahs qui avaient déclaré depuis 1979 la guerre idéologique à Israël, n'est-ce pas? Et donc personne n'était pour à part la République islamique d'Iran. Or, la République islamique d'Iran, un an avant, a été qualifiée comme un des 3 États qui faisaient partie de l'axe du mal par le président Bush lui-même. Et donc, on va faire appel aux Iraniens pour nous aider à sécuriser l'Irak. Seulement au moment où les Iraniens arrivent pour sécuriser l'Irak, ils mettent en place leur propre modèle pour l'État irakien. Et ce modèle devient un modèle pour le Moyen-Orient qui devait être démocratique, à savoir l'État milicien, la milicisation de l'État, l'imposition de l'ordre milicien, hein, que j'ai expliqué en détail dans mon livre et on n'a pas tant entré. Alors donc là, les Américains, c'est l'échec total. Pour les Iraniens, c'est la réussite totale parce que l'État milice irakien sous le modèle du Pasdaran, hein, des gardiens de la révolution, a été instauré et petit à petit, les Libanais, les Syriens, les Yéménites, un peu plus tard, et même le Hamas à Gaza vont suivre son modèle, hein, pas littéralement, mais ils prennent son modèle irakien pour un principe régulateur de leur gouvernance dans les différents espaces contrôlés par eux-mêmes. Alors donc, 2011, les Américains prennent acte de leur échec et Barack Obama décide de retirer la totalité de son armée en Irak. Donc ça, l'Irak fragilisé. L'Irak, c'est quand même 47 millions d'habitants. L'Irak, c'est quand même, à l'époque abbasside, c'était le cœur du système international. C'était à Bagdad qu'on fixait les normes du fonctionnement du système international. L'Irak n'est pas le petit Koweït ou le petit Qatar, c'est un grand État au Moyen-Orient. Et lorsqu'on décompose cet État, on y est arrivé. Dès la première semaine, on a pris 2 décisions. La première décision, 2 décrets. Le premier décret, c'est la débassification de l'Irak qui est devenue la désunification de l'Irak. Directement, autrement dit, ces élites sunnites qui dirigeaient cet État irakien à l'époque ottomane, depuis 1639 jusqu'à 2003, ces élites sunnites ont été décapitées, exclues, marginalisées par les Américains. Et on a amené les chiites qui n'avaient
aucune tradition étatique, qui n'avait absolument pas la raison de la gestion de l'État, la culture froide de l'État. Pourquoi? Parce que depuis toujours, les chiites étaient dans l'opposition, opposition armée, opposition radicale contre ce centre dirigé par les sunnites. Et ensuite, le deuxième décret, une semaine plus tard, c'était la dissolution de l'armée irakienne. Or, en Irak, ce qui tenait l'État depuis toujours, c'était l'armée. On a mis à terre, on a décapité l'armée irakienne et on a décidé de refonder une nouvelle armée sur la base communautaire, sur la base milicienne. Pourquoi sur la base milicienne? Parce qu'on a demandé aux différents partis politiques irakiens opposés au régime de Saddam Hussein qui avaient des branches militaires de dissoudre leurs branches militaires et de les intégrer dans la nouvelle armée irakienne. Les partis politiques irakiens, ils étaient très intelligents. Ils ont dit, d'accord, nous allons dissoudre nos branches armées, mais en réalité, ils ne l'ont pas déçu. Ils les ont intégrés dans l'armée irakienne et du coup, vous avez des brigades de chaque organe. Autrement dit, chaque parti politique a une brigade, a des branches au sein de l'armée irakienne. C'est ce que j'appelle la milicisation de l'armée et de l'État en Irak. Et donc ça, c'était une rupture, une décomposition, vraiment, le début de la décomposition du Moyen-Orient historique qu'on a connu. Et on arrive jusqu'à 2011. 2011, les États-Unis d'Amérique se retirent de l'Irak, mais c'est la même année qu'on assiste à un grand mouvement transnational, moyen-oriental, que j'appelle le printemps, qu'on appelle tous communément le printemps arabe. Pour qualifier rapidement, donner une définition à ce processus, à ce phénomène moyen-oriental du printemps arabe, c'est que je dis le premier moment, c'est-à-dire l'occupation d'Irak, lorsqu'on parlait de la démocratie, on parlait de la démocratie du haut vers le bas. Une démocratie accompagnée par les chars et les bombes. Une démocratie imposée par l'invasion et l'occupation étrangère. Mais le printemps arabe qui avait exactement le même projet, à savoir la démocratisation des États et des sociétés arabes, c'était un mouvement interne, d'où l'intérieur vers l'extérieur, du bas vers le haut. On voulait commencer par la démocratisation de la société pour arriver à l'État, aux institutions étatiques, etc. À tout ça, on ne visait pas directement la tête du régime. Mais ce sont les réactions des différents régimes qui ont transformé les mouvements de contestation. Par exemple, en Syrie, lorsqu'on a commencé le mouvement de contestation, on demandait la démocratisation de la société et des institutions. On ne demandait pas tout de suite le départ de Bachar al-Assad. Mais ce sont les réactions de Bachar al-Assad qui ont radicalisé le mouvement de contestation. Autrement dit, la démocratisation par le bas. Sinon, on peut dire la démocratisation de l'intérieur vers l'extérieur. Or, le moment américain, c'était de la démocratisation de l'extérieur vers... Les deux ont échoué. Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Le monde arabe, en 2019, n'a pas connu la démocratisation, n'a pas vécu la démocratisation. Prenons État par État. En Tunisie, le premier pays du printemps arabe, on rêvait, on disait c'est un idéal type même pour les mouvements sociaux, les contestations sociales, à la fois aux États-Unis, en Espagne, en Europe, en France. Les Gilets jaunes prenaient source, en quelque sorte, dans ce mouvement de contestation du printemps arabe en Tunisie. Et là, bien évidemment, on a un moment où la société est en mouvement, le rêve d'une démocratisation. Et là, on a l'impression qu'on va vraiment vers, en fin de compte, sortir de ce que certains appellent l'exception arabe, en démocratisant bien évidemment la constitution, le pouvoir, les élections, etc. Mais rapidement, très rapidement, Ben Ali bien évidemment part et un autre président, Kais Saïed, arrive, qui est, je pourrais dire, à 150 degrés plus autoritaire que Ben Ali lui-même. Là, aujourd'hui, lorsqu'on parle avec les Tunisiens, ils nous disent eux-mêmes, à l'époque de Ben Ali, on avait de l'espoir d'avoir certaines marges de manœuvre. Aujourd'hui,
toutes ces marges de manœuvre détruites une par une. Et les prisons remplies des acteurs, pas seulement politiques, mais aussi des mouvements sociaux, mais aussi des syndicats, mais aussi des journalistes. Bref, en Égypte, en arabe, on dit « Wama adraka ma Égypte ». On peut parler de l'Égypte sans limite. Vous avez le maréchal Sissi qui arrive. Bon, bref. En Libye, à l'époque du Kadhafi, certes, il y avait la dictature, mais il y avait un État. Aujourd'hui, l'État n'existe plus. On est dans la décomposition, pas seulement politique, pas seulement géopolitique, mais aussi territoriale du pays. Au Yémen, vous avez au moins 4 Yémen. Le Yémen des Houthis, le Yémen des groupes émiratis, enfin des groupes yéménites dirigés par les Émiratis, et le Yémen des Saoudiens. Bref, en Syrie, il n'y a rien, il ne reste rien. Ahmad Shara, certes, il est le président, mais il est le président de rien. Il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'infrastructures. Au Liban, totalement la société et l'État, tout est bloqué. J'étais à Beyrouth récemment. Il n'y a plus de vie, il n'y a rien. Même l'Arabie Saoudite qui finançait depuis toujours cet État, je disais à notre ami Pascal, même l'Arabie Saoudite n'est pas prête à faire un seul dollar, un chèque d'un seul dollar. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite n'a aucune garantie par rapport à ce chèque. Mais la France a organisé combien de conférences pour eux? Je suis en train de me dire, est-ce que vraiment le Liban est encore sauvable? Le Soudan, regardez ce qui se passe au Soudan, un pays du printemps arabe. La guerre entre une armée et une organisation milicienne aussi puissante, aussi forte que l'armée. Enfin, bref, le résultat du printemps arabe, c'est un échec total. Non seulement nous n'avons pas réussi à démocratiser les sociétés, à démocratiser les États, mais en plus, on a, ou bien c'est l'autoritarisme à son apogée, au sommet, sans précédent, un autoritarisme basé uniquement sur la sécurité et la stabilité, et dans certains pays, au développement économique, sans jamais parler des droits de l'homme, de la démocratie, de l'ouverture, etc. Tout ça, c'est... Ou bien on a ça, ou bien on a les guerres civiles, les guerres de tous contre tous, la Libye, le Yémen, ou bien vous avez des États en cours de décomposition, non seulement sociale, non seulement politique, mais aussi territoriale. Regardez le Liban, regardez la Syrie. La Syrie, Ahmad Shara nous contrôle qu'un morceau de la Syrie. Au nord, vous avez l'occupation turque. Au sud, vous avez l'occupation israélienne. Déjà, le pays, il y a deux puissances moyen-orientales qui occupent géographiquement le pays, le nord et le sud. Et ensuite, le nord-est, 30% du territoire géré par les FDS, c'est-à-dire les Kurdes de Syrie. Dans l'extrême sud, vous avez la grande province de Souaïda, gérée par les Druzes. Les Druzes, on dit en français, mais en arabe, on dit Druze, je ne sais pas pourquoi on dit Druze. Les Druzes, qui réclament non seulement le fédéralisme, une entité fédérale, mais aussi l'indépendance. Leur chef demande désormais une entité totalement autonome. Et ce sont les Israéliens qui interviennent sans demander l'autorisation des Syriens pour amener des aides à la fois militaires, sanitaires, alimentaires, etc. Comme si la province de Souaïda faisait partie d'Israël. Voilà, c'est l'Irak, on ne parle même pas, on est dans la décomposition totale. Le Premier ministre qui n'écoute pas le président de la République, qui n'écoute pas le président de l'Assemblée nationale, qui n'écoute pas les CTS, qui n'écoute pas les Hachd al-Sha'bi, les mobilisations. Vous avez 250 centres de pouvoir. Une toute petite partie du pouvoir se trouve chez le Premier ministre. Les autres, répartis territorialement, répartis géopolitiquement, répartis économiquement, répartis militairement. Moi, j'ai rencontré l'ancien Premier ministre irakien, Mustafa Kazmi, qui avait donné l'ordre pendant le mouvement de contestation de 2019, qui avait donné l'ordre dans la zone verte. Il m'a dit lui-même, il avait donné l'ordre à son général de fermer le portail.
Mais il voit sur Al Jazeera, le portail est ouvert et les manifestants traversent la zone verte. Il l'appelle pour dire, mais pourquoi vous avez ouvert le portail de la zone verte? Il dit, mais monsieur le Premier ministre, j'ai reçu l'ordre ailleurs d'ouvrir le portail. Mais c'est moi le commandant en chef, c'est lui le commandant en chef. Théoriquement, bien évidemment. C'est ça la décomposition. Alors donc, on est là jusqu'à... Il nous reste combien de temps? 20 minutes, d'accord. On est là jusqu'à 2019. 2019, 2021, rapidement, je vous raconte une toute petite histoire parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe le 7 octobre. Vous allez me poser certainement des questions. Pourquoi Israël a frappé Doha? Pourquoi Israël a frappé la République islamique d'Iran pendant la guerre des 12 jours? Comment ça se fait qu'Israël intervient en Syrie? Quel est le rôle de la Turquie, des pays arabes, etc. Tout ça, c'est pour comprendre tout ça. Pour rapidement raconter ce qui s'est passé en 2019. 2019, les Saoudiens, les pays du Golfe d'une manière générale, et les Saoudiens d'une manière particulière, pensaient que leur sécurité pour les Américains est aussi importante que la sécurité d'Israël. Et que les Américains, on peut faire tout ce qu'on veut, mais les Américains ne nous laisseront jamais, jamais un État ou une organisation milicienne attaque l'Arabie saoudite. C'était une grande illusion depuis 1949 jusqu'à 2019, conceptualisée, théorisée, imaginée par les Saoudiens. Seulement en 2019, même si on a des bases militaires américaines en Arabie saoudite, les Houthis, les proxys iraniens au Yémen et les Kataib Hezbollah en Irak, parce que l'Arabie saoudite a des frontières avec l'Irak et avec le Yémen, attaquent l'Arabie saoudite avec des missiles balistiques intelligents. 80% des infrastructures pétrolières de l'Arabie saoudite impactées. Le pétrole est à l'arrêt. Les Saoudiens demandent aux Américains pourquoi vous n'avez pas réagi. La réponse de Donald Trump, version 1 à la Maison Blanche, ami de tous les temps de Mohammed Ben Salman, dit eh ben, je suis désolé, on n'était pas attaqué. Notre base militaire n'était pas attaquée. C'est exactement ce qu'il a dit aux Kurdes. Lorsqu'à Erbil, les Iraniens ont envoyé 12 missiles balistiques intelligents contre le gouvernement régional du Kurdistan, Donald Trump a dit nous n'allons pas riposter parce que notre consulat est protégé. Là, les Saoudiens, c'était un grand choc pour les Saoudiens. Et en 2021, il y avait exactement la même chose. Mohammed Ben Salman a décidé à ce moment-là de changer la totalité du fonctionnement de l'existence de l'Arabie saoudite dans le monde. Là, il a tout changé structurellement, systémiquement. Il a décidé de transformer le cadre existentiel de l'Arabie saoudite. D'accord, il s'est adressé aux Américains. D'accord, vous êtes notre allié stratégique depuis toujours, mais cela nous empêchera plus de normaliser notre relation avec la République islamique. D'avoir de très bonnes relations avec la République de la Chine, avec la Fédération de la Russie, avec même Israël. On s'engage à normaliser la totalité de nos... Même au-delà des États, même avec les organisations. Nous allons normaliser, nous allons sortir de notre rupture avec l'Irak, nous allons prendre contact et normaliser notre relation avec cet État milicien irakien. Nous allons normaliser notre relation avec la Syrie de Bachar al-Assad, avec même le Yémen des Houthis, avec qui on est en guerre depuis plusieurs années. Alors là, notez bien cette date-là, le 10 mars 2023, juste quelques mois avant le 7 octobre 2023, ils vont à Pékin avec l'accompagnement, non pas des Européens, non pas des Américains, mais des Chinois. Les Saoudiens et les Iraniens signent un accord stratégique sans précédent.
Et selon cet accord-là, l'Arabie saoudite, désormais pragmatiste, rationnelle, qui a compris qu'il n'a plus la protection européenne, qui n'a plus la protection, enfin la protection européenne, la protection surtout américaine, et donc là, Mohammed Ben Salman n'est plus ce jeune de 29-30 ans qui entre dans des aventures avec l'illusion de cette protection américaine. J'attaque l'Irak, j'attaque la Syrie, j'envoie des organisations miliciennes iraniennes avec mes financements pour attaquer la République islamique d'Iran. J'attaque le... Non. Je vais signer un accord stratégique avec la République islamique d'Iran. La Syrie, ça me sert à quoi? Le Liban, ça me sert à quoi? Le Yémen, pauvre, sans économie, sans rien du tout, ça me sert à quoi? Donc je vais laisser pour l'Iran. Il demande aux Iraniens, c'est exactement ce que les Français en 1919 ont demandé aux Britanniques. Le Français qui rencontre le Premier ministre britannique et lui demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux la Palestine. Les représentants français disent, ok, d'accord, la Palestine pour vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? La province de Mossoul. D'accord, la province de Mossoul. C'est exactement ce qui s'est passé à Pékin. Qu'est-ce que vous voulez, hein, Mohammed Ben Salman qui demande aux Iraniens? On veut l'Irak, le Liban, la Syrie, la bande de Gaza, le Yémen. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons les pays du Golfe. Je simplifie, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais lorsqu'on parle pour un grand public, il faut simplifier. Les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, la Cisjordanie, gérée par Mahmoud Abbas, le Soudan, etc. Donc, ils ont partagé le Moyen-Orient entre les deux modèles. Le modèle milicien iranien et le modèle autoritaire de l'Arabie saoudite. Le modèle de l'Arabie saoudite, c'est les trois piliers. Hein. Sécurité, stabilité, développement économique, jamais parler de la démocratie. Jamais parler de l'ouverture des droits de l'homme, etc. Non, les trois. Alors, ça convient à tout le monde. Jusqu'à 7 octobre. Et même dans cette perspective-là, nous allons normaliser notre relation avec Israël. L'Arabie saoudite, c'est le plus grand pays, en termes géopolitiques, je parle, le pays le plus important du monde arabe, décide de normaliser ses relations avec Israël. Le 7 septembre, Mohammed Ben Salman, sur Fox News, il donne une interview en disant que nous avons très avancé dans le processus de normalisation avec Israël. Mohammed Ben Salman dit clairement, son message est clair pour les Iraniens. Je normalise mes relations avec vous, les Iraniens. Mais la normalisation de mes relations avec vous ne m'empêche pas de normaliser mes relations avec les Turcs. Même avec les Israéliens. Et ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde. Seulement, à ce moment-là, un mois plus tard, le 7 octobre, arrive. Il me reste un quart d'heure. Le 7 octobre, pourquoi c'est un moment aussi important que le 11 septembre et le printemps arabe pour moi? Pourquoi aussi? Parce que tout simplement, ce n'est pas important, comme je disais à mon ami Pascal, ce n'est pas important que moi, Adel Bakawan, comment je vois le 7 octobre. Ce n'est pas important comment les Arabes voient le 7 octobre, ou les Français, les Européens, les Américains. Ce qui est le plus important, comment les Israéliens, eux, conceptualisent le 7 octobre. Parce que pour comprendre leur réaction, tout ce qui se passe depuis le 7 octobre, tout ce qu'ils font depuis le 7 octobre, il faut absolument, sociologiquement parlant, saisir ce que c'est le 7 octobre dans leur mémoire collective. Ben, c'est très simple. En parlant régulièrement avec les Israéliens, j'ai compris que le 7 octobre, pour eux, peut-être vous dites c'est exagéré, c'est pas important. Pour eux, c'est le 12e Holocauste. C'est le 12e Holocauste, c'est-à-dire le 7 octobre, l'existence d'Israël pourrait disparaître. C'est-à-dire le 7 octobre, le moment du 7 octobre, il y avait la possibilité qu'on ne parle plus jamais d'Israël en tant qu'État, population, territoire.
ce qui s'est passé dans les années 40, c'est équivalent du 7 octobre. C'est la Shoah pour eux. C'est le génocide total pour eux. Eux, ils le perçoivent comme ça. C'est pourquoi, le même jour, sur une chaîne internationale, j'ai dit, j'espère que j'ai tort, mais le Moyen-Orient ne sera jamais son Moyen-Orient avant le 7 octobre. Alors, conséquence du 7 octobre, Israël a sorti tout ce qu'il avait comme moyen utilisable, tout ce qui a été tombé le 7 octobre, le symbolisme du service de renseignement, la mythologie d'une armée qui était à terre, qui n'a pas résisté à quelques milliers de combattants d'une organisation considérée comme terroriste par Israël, la fragilisation d'une population et des institutions, etc. On a repris tout ça en main. Et Israël a décidé, pour la bande de Gaza, j'ai expliqué en détail, passer par 3 étapes. La première étape, clairement expliquée par le ministre de la Défense de l'époque, l'embargo total, le blocus total sur la bande de Gaza. Ni eau, il disait ni eau, ni électricité, ni nourriture, rien doit passer. Il les qualifiait comme des animaux. Pas le Hamas, la bande de Gaza. C'est le blocus total. La deuxième étape, c'est la destruction totale. Il faut absolument détruire. Et quand je dis détruire, ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, j'analyse les discours du Premier ministre, du ministre de la Défense, des différents ministres, des institutions, etc. Détruire maison par maison, quartier par quartier, village par village, ville par ville. Autrement dit, rien ne doit rester debout. Et la troisième étape, c'est l'annexion totale. Il faut absolument annexer. Et pour annexer, la population de la bande de Gaza n'a, dans ce scénario-là, n'a qu'une seule option, n'a qu'un seul choix. Prendre le chemin de l'Égypte. Il n'y a que 2 frontières. Le nord, des frontières avec Israël, le sud, des frontières avec l'Égypte. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un vrai paradoxe, nous disait un général israélien, qui est opposé au gouvernement, bien évidemment, il faut le dire, disait, si vous voulez que les Gazaouis partent de Gaza vers l'Égypte, des 2 côtés de la frontière sont contrôlés. L'autre côté par les Égyptiens qui ferment, ce côté par les Israéliens qui ferment. Si vous voulez qu'ils partent, ouvrez au moins les frontières pour qu'ils s'entassent, il utilisait ce mot-là, de l'autre côté de la frontière face à cette armée égyptienne. Comment vous voulez que les Gazaouis partent tout en fermant les frontières? La première hypothèse. La deuxième hypothèse, il disait, mais vous n'êtes pas cohérent. J'étais là personnellement. Vous n'êtes pas cohérent. Si vous êtes cohérent, si vous voulez que les Gazaouis partent par milliers, au moins ouvrez les frontières maritimes pour qu'ils partent avec des milliers et des milliers de bateaux. Et là, bien évidemment, c'est pas moi qui parle, hein. Moi je ne parle absolument pas du génocide, c'est pas moi le chercheur de parler du génocide à Gaza, c'est la spécialité des juristes, ce sont les juristes et des historiens qui sont aptes à parler s'il y aura un génocide à Gaza ou pas. Mais dans ce contexte-là, il y a pas mal de chercheurs, il y a pas mal de spécialistes du Moyen-Orient, à la fois en Europe et au Moyen-Orient, nous disent non, l'objectif d'Israël, l'objectif du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Parce que moi, je ne sais pas, certains ne le font pas, mais moi, je fais une distinction nette entre le gouvernement et l'État. Le gouvernement pourrait avoir une politique qui ne correspond pas forcément à l'histoire, l'historicité, la culture, des institutions étatiques en Israël. Mais bref, certains spécialistes, certains diplomates, certains acteurs de la société civile, voire militants, vous parlent
de la thèse du génocide en disant que Israël, le gouvernement israélien n'a jamais eu le projet de la déportation des 2 300 000 Gazaouis. C'est pourquoi il n'ouvre pas les frontières ni maritimes ni terrestres du côté de l'Égypte ou du côté de la Méditerranée. Ils veulent génocider cette population-là. Préparer les conditions objectives pour qu'ils meurent. Personnellement, j'ai un grand doute par rapport à cette thèse-là, mais je vous dois toutes les explications, n'est-ce pas? Personnellement, je pense que le gouvernement actuel, le scénario que je valide pour la bande de Gaza, c'est que Israël, le gouvernement israélien ne peut pas exterminer les 2,5 millions palestiniens dans la bande de Gaza. C'est impossible. Ça ne correspond pas à l'esprit d'Israël, ça ne correspond pas à sa culture, c'est le contraire de toutes les valeurs sur lesquelles Israël a été fondé. Et de toute façon, il y a une certaine limite que la communauté internationale ne pourra pas accepter. Vous pouvez me dire, mais il y a déjà 60 000 morts. Bien sûr, c'est une catastrophe. Bien sûr, c'est un massacre collectif. Bien sûr, c'est une honte pour l'humanité. Mais il y a quand même une grande différence d'échelle de tuer, de massacrer 2 600 000 que 60 000. Je dis déjà, Israël est déjà fortement critiqué. Israël est déjà sous toutes les pressions. Donc, objectivement parlant, factuellement parlant, ce n'est pas possible de génocider 2 300 000. Deuxième option, Israël ne pourra pas déporter les 2 300 000 Gazaouis. Ne pourra pas. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas un seul État au monde qui accepte la déportation, enfin, accueillir 2,5 millions Gazaouis. Il n'y a pas, même pas l'Égypte, même pas l'Arabie Saoudite, aucun État. Et les Gazaouis eux-mêmes ne souhaitent absolument pas quitter leur terre, leur territoire. Et ensuite, la solution à 12 États, je sais que vous allez me poser cette question-là. Israël refuse catégoriquement, depuis le 7 octobre, refuse catégoriquement. Et là, vraiment, ce n'est pas que le gouvernement Benyamin Netanyahu, c'est l'État qui refuse. C'est l'opinion publique israélienne qui refuse catégoriquement, au moins pour plusieurs années, la solution à 12 États. Un État pour les Palestiniens, Jérusalem-Est, Cisjordanie, Gaza, côté d'Israël, même un État démilitarisé, déhamassisé, si on peut parler comme ça, un État amidis. Non, ce n'est plus acceptable. Depuis le 7 octobre, un État palestinien. Ça aussi, c'est une option refusée. Et la dernière option, c'est un État binational. C'est-à-dire, Israël abandonne le référentiel juif de son État. Les Arabes et les Juifs vivent comme deux peuples et qui partagent cet État ensemble avec tous les droits et tous les devoirs. Cette option, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la fin d'Israël qu'on connaît. Ce n'est absolument pas acceptable. La seule option est la terrible et la catastrophique qui me paraît en termes de rationalité et d'objectivité recevable par Israël aujourd'hui, c'est la gestion du chaos. C'est laisser la situation telle qu'il est aujourd'hui ici et maintenant, et à moyen terme, on verra sur le long terme, mais on gère la situation telle qu'elle est. Voilà. La situation. Les autres options sont terribles à la fois pour Israël et une partie, bien évidemment, pour les Palestiniens. Il nous reste 8 minutes, n'est-ce pas? Voilà. 8 minutes. Axe de la résistance. Je fais partie des chercheurs qui pensent que, pour aller vite, que la branche armée du Hamas, dirigée par Yahya Sinwar le 7 octobre, n'avait absolument pas informé l'axe de la résistance. Même pas la branche politique installée à Ankara et à Doha. La République islamique d'Iran n'avait vraiment aucun intérêt des événements du 7 octobre. Parce que comme le président de l'Assemblée nationale iranienne disait, depuis les Sassanides, c'est la première fois que la Perse contrôle 4 capitales arabes. Bagdad,
Beyrouth, Damas, Sanaa. La République islamique d'Iran, depuis sa fondation en 1979, c'est la première fois qui impose une grande partie de sa domination sur une bonne partie utile du Moyen-Orient. La République islamique d'Iran n'avait aucun intérêt à entrer dans une conflictualité radicale avec un Israël qui est 250 fois supérieur par rapport à elle en termes militaires. Ils savaient très bien. On peut dire tout ce qu'on veut par rapport aux Iraniens, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la raison d'État. L'État perse a une histoire de au moins de 3000 ans. Donc, la Perse pourrait être dirigée par un shah ou par un ayatollah, mais la raison d'État, la culture d'État, le pragmatisme d'État reste demeure et là et accompagne les différentes élites. Et ils savaient par ce pragmatisme qu'ils n'avaient aucun intérêt. Mais le Hamas a entraîné tout le monde dans sa guerre. Regardez ce qui s'est passé après le 7 octobre. Depuis 20 ans, le Hezbollah parle de la résistance contre Israël. Or, le 7 octobre, le Hezbollah n'a pas été sollicité, n'a pas été consulté. Et le Hezbollah n'avait pas le choix. Si le Hezbollah intervient pour dire « Ah oui, l'assassinat de 1200 Israéliens, je n'étais pas consulté et donc je ne soutiens pas », c'est-à-dire il dévalide, il se décrédibilise, il se met à genoux en termes de récit. C'est exactement ce qu'il me disait un grand diplomate iranien que j'ai rencontré dans un pays au Moyen-Orient. Le Hezbollah était dans l'obligation, il était farouchement contre cette décision de Hamas. Mais en termes de popularité, en termes de crédibilité, auprès de sa base sociale moyen-orientale, il était obligé d'envoyer de temps en temps un drone, un missile balistique intelligent, sans jamais entrer avec tout son arsenal, parce qu'il faut dire que le Hezbollah disposait à peu près 120 000 missiles balistiques intelligents qui pouvaient attaquer, couvrir la totalité du territoire israélien. Le Hezbollah, c'est juste voisin, voisin. C'est le nord d'Israël, partage des frontières avec. C'est pas la République islamique d'Iran qui doit passer par l'Irak, par la Jordanie, par la Syrie pour attaquer, pour arriver à Israël. Non, c'est des voisins là. Mais le Hezbollah n'a pas pris le risque. Seulement, ce que le Hezbollah n'a pas compris, c'est la grande transformation de la grille de lecture israélienne par rapport au Moyen-Orient. Vous intervenez ou vous intervenez pas. Vous intervenez par des milliers de missiles ou par un seul missile. Avec des avions chasse ou par un seul drone. Désormais, le Moyen-Orient doit être nettoyé, c'est leur terminologie, de l'axe de la résistance. Et dans cette perspective-là, le chef de Hezbollah est décapité. 99% des cadres dirigeants militaires du Hezbollah décapités. 80% des infrastructures militaires du Hezbollah détruites. Aujourd'hui, on se pose, au Liban, on se pose la question, est-ce que les armes du Hezbollah peuvent encore protéger le Hizb, le parti, ou pas? Aujourd'hui, ils sont en pleine négociation. Il y a une vraie négociation par rapport au désarmement du Hezbollah. En Syrie, le plus grand allié de tous les temps de la République islamique d'Iran, le régime d'Assad, tombe. Remplacé par qui? Remplacé par un homme qui veut normaliser la totalité de ses relations avec Israël. Ce qui était inimaginable il y a encore 1 an, 2 ans. Et en plus, un président qui était Al-Qaïda, devenu Daesh, redevenu Al-Qaïda, devenu un allié stratégique de la CIA entre 2018 et 2021, coopérer avec les différents services de renseignement de l'Occident. Lorsque le 9 décembre arrive à Damas, la première délégation au monde qui rend visite à Ahmad Shara, c'est Barbara Leaf, la responsable d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique du Nord, du ministère des Affaires étrangères américain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose construit. Et la Syrie bascule définitivement
dans le camp anti-iranien. Et la guerre de 12 jours, vous avez vu ce qui s'est passé pendant la République islamique d'Iran, avant le 7 octobre, négociait avec la communauté internationale par rapport à son programme atomique, par rapport à son programme balistique. Mais désormais, la seule chose, le seul dossier dans les coulisses, bien évidemment, je ne parle pas des médias, et Dieu sait combien, je sais pas si c'est, combien je travaille sur la sociologie des coulisses. Ça m'intéresse ce qui se passe sur la table de négociation. Mais ce qui se passe dans les coulisses, ça m'intéresse beaucoup plus. Dans les coulisses, je sais très bien le seul dossier sur lequel les Iraniens, les ayatollahs négocient aujourd'hui avec les Américains, non pas avec les Européens, parce que les Européens malheureusement ne comptent plus, et avec les Américains, c'est la survie du régime. Ils sont prêts à abandonner définitivement ou largement, partiellement, leur programme atomique. Ils sont abandonnés à abandonner leur programme balistique à condition d'avoir les garanties sûres que les États-Unis d'Amérique, que l'Occident ne passe pas par le paradigme du régime change. Aujourd'hui, on est arrivé là. Et même on est arrivé là à sous-penser, c'est la raison d'État iranienne, se dit dans les coulisses que c'est ce qui est en train de se préparer ou élaborer, c'est la division territoriale de l'Iran. Parce qu'on sait très bien, vous avez des marges pour les différents peuples en Iran. On n'a pas que la Perse. Vous avez le peuple arabe, vous avez le peuple kurde, vous avez le peuple balouche, vous avez le peuple azari. Et ce sont des peuples territorialisés. C'est-à-dire des peuples qui sont sur leur territoire. C'est exactement ce qu'on a fait en Irak. Après 91, on a construit des zones, une zone de sécurité pour les chiites où l'État irakien n'avait pas le droit d'y aller. On a construit dans le nord, le Kurdistan irakien, une zone de sécurité. Saddam Hussein n'avait pas le droit d'y aller. Et les Iraniens sont en train de se penser à ça. Est-ce qu'il n'y aura pas un scénario à l'irakienne des années 90? Alors, pour résumer et rester dans le temps, c'est 30, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est dans la décomposition géopolitique, décomposition des États, décomposition des alliances et des recompositions, bien évidemment, à l'intérieur de cette décomposition. Ma grande interrogation désormais est la suivante, et après je m'arrête. Est-ce que dans les années à venir, Syrie, Irak, Yémen, Liban, Libye, pardonnez-moi, tous ces États-là, Soudan, est-ce qu'on n'entre pas dans le processus de la décomposition territoriale? Et si jamais ce processus est déclenché, le Moyen-Orient qu'on a connu sera définitivement derrière nous. Je vous remercie beaucoup. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Donc du coup, on a compris que vous étiez quand même assez pessimiste. Toutefois, je voudrais revenir sur les issues qui vous semblent envisageables au niveau de la pacification des conflits et notamment quel rôle peut jouer l'ONU qui est aujourd'hui bien discréditée et bien dysfonctionnante sur la possibilité du vivre ensemble pour toutes ces populations au sein de territoires qui sont fragilisés parfois par des problèmes climatiques, par des problèmes de milices, comme vous évoquiez aussi, donc politiques. Donc quelle vision vous avez en qualité de chercheur sur des hypothèses plus, j'allais dire, plus favorables sur la pacification de ces conflits? Merci. Trois questions ou questions pas? Ok, donc je n'ai rien pour noter, donc je réponds directement. Écoutez, à moyen terme, malheureusement, on est très 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 loin des processus de la pacification de la région. Au contraire, tous les jours, on
on passe par des escalades de plus. On est en train de se poser des 1000 questions sur Gaza. Israël attaque le Qatar. On est en train de régler ou discuter la situation qatari. Je ne serais absolument pas étonné que la guerre entre Téhéran et Tel Aviv reprenne. Vous avez une proposition américaine forgée par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de